Là, c'est aussi intéressant de le voir en Nico vis-à-vis évidemment du reste de l'œuvre de Chris Marker, car ce n'est évidemment pas son premier coup. Déjà, c'était pas la première fois qu'il filme le Japon. Le Japon, il avait déjà filmé 20 ans auparavant, en 1965, avec le film Le Mystère Kumiko, qu'il avait fait justement dans les brodes de son film qu'il a réalisé 2 ans avant ce film-là, qui est Sans Soleil. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'usage qu'il fait, comment dire, du making-of. C'est-à-dire que là, c'est pas tant un reportage, on pourrait dire, de la création de Ran, plutôt qu'un portrait de Kurosawa lui-même, parce que c'est ça aussi, c'est d'utiliser les échos, les résonances, les occurrences, pour justement parler de quelqu'un qui l'admire, en fait. Parce que ce n'est pas seulement son premier coup d'essai dans le portrait, parce que, donc, comme je disais, il y avait le Mystère Kumiko en 65, ensuite il y aura eu la Solitude du chanteur de fond sur Yves Montand en 74, juste après Aka, donc Aka sera arrivé entre temps, en 86 il y aurait Mémoire pour Simone, le portrait de Simone Signoret, ensuite Le tombeau d'Alexandre en 93 sur Alexandre Medvedkin, et enfin 99, Une journée d'Andriy Arsenovitch, qui est le portrait d'Andrei Tarkovsky. Donc on voit déjà bien cette, cette manière de cristalliser les figures au travers de leur création. Sachant que sur l'exercice purement du making-of, c'est pas aussi son premier coup d'essai évidemment, car c'est en 70 qu'il fera sur le tournage de L'aveu de Costa Gavras justement un petit essai justement sur cette façon-là de filmer. Et c'est très intéressant parce que justement on l'a bien vu sur les dernières images du film, et même tout le long du film, cette espèce d'acuité, cette espèce de soin extrême qui le pousse dans le fait de filmer à se focaliser par exemple sur les mains et sur les visages. Je pense que vous avez remarqué. Et justement, dans les notes de tournage qu'il avait pris sur la baie de Costa Gavras, justement, il montre justement ces techniciens-là qui savent faire, qui sont en train de travailler. Et là, justement, il dit, là, peut-être que le cinéma aurait peut-être plus à voir avec la poterie qu'autre chose, justement. Donc il y a aussi donc, tout un tas de traits d'humour qui parsèment ce cinéma-là. Question ? Monsieur Barbe. Alors moi, il y a au moins une chose qui m'a un peu perturbé. C'est assez comme... Oui, je viens de voir d'ailleurs dans le générique de fin indispensable de Catherine Cadou, mais ils n'utilisent pas de sous-titres pendant le film. Alors... En fait, je trouve ça assez curieux parce que, enfin, c'est surprenant, c'est un choix d'ailleurs qui se justifie très bien et je peux bien voir l'idée qu'il y a derrière. Et en même temps, c'est vrai que même, en tout cas, refuser l'interview avec Kurosawa, ça on le remerciera tous, je pense. Mais en même temps, ne pas non plus sous-titrer les moments de naturel, en fait, c'est quand même un choix assez surprenant. Et je me suis d'autant plus posé la question que Catherine Cadou, à la fin, qui a fait tellement de sous-titres dans sa vie de films japonais, et pas de sous-titres de ce qui est dit sur le tournage. Donc là, je dis la vérité, c'est qu'en fait, là, ce n'est pas un choix artistique, c'est plutôt le choix de la copie, parce qu'en fait, là, c'est indépendant de notre volonté. Je vous excuse platement pour ça. Sachant que vous ne loupez quasiment rien. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est très évidemment, légèrement, mais l'essentiel, évidemment, étant dans les images et le commentaire que vous entendez. Il y a juste un seul passage, là où vraiment le sous-titre pouvait être nécessaire, c'était quand vous voyez là, un visage et vous entendez une espèce de petit jingle comme une série d'action américaine des années 80, vous voyez un titre en japonais, en gros c'est l'inconnu du mont Fuji, quoi. Parce qu'en fait le gars il dit hey, t'es filmé, et toi il dit mais c'est pas qui je suis, il va être au générique, et là il cale ça évidemment, donc on reconnaît très bien le côté facétieux de la chose, quoi. Non, mais sinon, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les mains, en fait, et sur les visages. Effectivement, dans la manière, il y a deux choses, c'est que déjà, effectivement, alors au début, on voit, il aime bien quand même montrer, donc il joue avec les contre-jours pour mieux dire
On reconnaît bien Marker là-dessus, je trouve. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, puis après il dit bon, en fait, on va pas faire ça parce que c'est nul. Et ensuite, du coup, dans les scènes suivantes, il va éviter de prendre effectivement le plan qui est celui qui est en train d'être tourné, et pour effectivement essayer de capter soit la chose qui se passe pas comme prévu, soit le détail qu'il n'y a effectivement que quelqu'un qui est à l'extérieur du tournage qui peut remarquer, et évidemment pour capter des choses chez notamment Kurosawa lui-même. Et tu disais les mains sur la manière dont il travaille le cinéma poterie, mais il y a aussi bien sûr le cinéma les mains qui montrent directement la pensée. Enfin, il y a cette chose-là où on voit souvent la manière dont... Bon, déjà il met des gants blancs quand même, ce qui est assez surprenant pour ma part. Et donc la manière dont il va malaxer quelque chose, bon, et puis il y a tous les gestes aussi de ses collègues, la manière dont il tient la cigarette à pleine main ou avec un fume-cigarette pour... Bon, voilà, il y a toute une attention qui est portée sur les mains, effectivement, mais qui rend aussi, qui fait aussi image pour ce que les gens peuvent être en train de penser à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses donc, avec ce que tu dis. C'est qu'en fait, justement, une des formations de Marker, ça a été, dans l'immédiat après-guerre, notamment de bosser dans la revue Esprit, avec laquelle il faisait beaucoup de recensions d'ouvrages. Et il y avait la recension d'un ouvrage assez intéressant qui s'appelait Amérique, nous ignorons, de Pierre Schaeffer, qui l'avait beaucoup influencé, parce qu'en fait c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une chronique de quelqu'un qui est parti aux États-Unis dans l'immédiat après-guerre, en 1946, et en fait quand il en est revenu, il en a rendu quelque chose, un résultat assez intéressant, où c'était pas une approche scientifique, sociologique, on dit voilà, petit point A, on a fait ça, on a fait telle statistique de tant de pourcents, non, non, là c'est quelqu'un qui va, comme il dit au début, à hauteur de regard, à hauteur d'homme, on pourrait dire pour John Ford, et en fait justement de capter ce qu'il voit directement. Donc une expérience extrêmement subjective. Et là, il va parler de la pop culture de l'époque, les morceaux qui passent à la radio. Et justement, est-ce que tu dis, justement, les gens qui fument leurs petites cigarettes, leurs petites choses comme ça, il y a quelque chose de cette idée-là, en fait, dans la captation de ce qu'on peut appeler, et ce pour tout le long de sa vie, il a eu un flair redoutable, c'est un air du temps. En fait, il dit, qu'est-ce que c'est ce moment-là du temps quand on fait un film? Et à plus forte raison, quand Kurosawa fait un film. Excusez-moi, moi je voulais juste savoir ce film-là, comment, où il avait été diffusé ensuite, enfin, comment il avait été... Oui. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Oui, je voulais juste savoir comment et où il avait été diffusé. Où il avait été diffusé? Donc le film en lui-même une fois qu'il avait été fait. Après c'est essentiellement dans des festivals, quoi. C'est qu'après, justement, aussi, pendant les premières du film, c'était utilisé comme amorce, en fait, dedans. Et évidemment, c'est sûr que là, c'est une question de permettre de rebondir, tout est bien fait ici. C'est qu'en fait, le making-of, à la base, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Hein. C'est vraiment, on peut remonter jusqu'aux années 20, par exemple, hein, 1920, donc il y a bien un siècle. Donc il y avait par exemple en 1923 Autour de la roue, qui avait été réalisé par Blaise Cendrars, donc là ça n'a plus de traces. Il y a eu aussi Autour de l'argent, fait par Jean Dréville, sur le film de Marcel Berdy, qui est une adaptation d'Émile Zola, où on voyait déjà des gens donc, avec des caméras qui filment ce qui se passe sur le plateau. Donc c'est vrai qu'à la base c'est une activité, c'est plutôt un type de cinéma qui est assez marginal, assez amateur en fait, parce qu'à la base ça se résume à des techniciens, des particuliers qui sont là, qui ont la chance d'être un peu sur les plateaux de tournage et de capter sommairement les choses. Et là où finalement le making-of a vraiment décollé, c'est notamment à partir des années 80 avec notamment le laserdisc, les disques vidéo, là où on peut avoir des suppléments, des pistes audio qui sont étrangères, donc avoir la VO pour certains signifiés de maniaque. Et c'est aussi intéressant pour les compléments, les interviews. Et là, ça décolle, parce que la question que vous disiez justement, c'était ça, c'est quel est le moyen de diffusion, comment il peut se faire. Donc il y a eu ça, donc, dans les festivals, les amorces de séances, mais il y a aussi eu l'exploitation vidéo, et c'est là que ça met un assez grand impact.
Et ça a continué à se développer, parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est que le making-of, finalement, il n'a de sens que en relation avec le film qui l'illustre. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça retranscrit des états que nous, on n'a pas, et qui peuvent renforcer la relation qu'on a au film. Par exemple, pour Aka, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la séquence du Champ d'Or, ça, il n'y en a aucune trace, à part ce film qui peut en témoigner, parce que, par exemple, souvent, beaucoup de rushs de certains films ne sont pas conservés, donc ils s'en débarrassent. Donc finalement, la seule chose qui peut témoigner d'une séquence, on est comme dans une espèce de hors-champ intra-cinématographique, c'est le moyen d'avoir un autre film qui est sur ce film. Mais justement, est-ce qu'à ce moment-là, c'était rare qu'un making-of acquiert une certaine indépendance, s'il était montré dans des festivals? Non, parce que de toute façon, des festivals de making-of, il en existe en fait. Hein. C'est vraiment devenu un genre à part entière. On en a eu 2 en France, comme ça. C'est un peu plus récent, c'est dans les années 2000. On a eu notamment le FIMO, le Festival international du making-of, qui est organisé en 2003 à Toulouse, je connais plus seule édition, et le Festival du making-of de Romorantin, qui lui a connu cette édition de 2003 à 2010. Mais évidemment, après, je ne sais pas ce qu'il y en est à l'étranger, et puis après, c'est un documentaire en soi, donc après, c'est aussi, par la suite, après, je n'ai pas les données précises, justement, à partir de quand on a vraiment pu asseoir le terme précis de making-of sur un type de documentaire, parce qu'après, il y en a, c'est le film sur le film, on s'amuse un peu à donner d'autres perspectives au regard du cinéma sur sa propre condition, et après, l'histoire fait son œuvre. J'allais rebondir aussi sur l'idée du making-of. Effectivement, pour moi, le making-of que j'ai en tête, c'est celui qu'on trouve effectivement quelque part en face B du DVD, qu'on regarde jamais d'ailleurs. Et quand on le regarde, on nous dit oui, telle scène a été faite comme ça et telle scène a été faite comme ça. Là où effectivement ce film Aka est beaucoup plus proche d'un portrait d'ailleurs comme son nom l'indique, est beaucoup plus proche d'un portrait du cinéaste. C'est que précisément, il n'explique pas vraiment la facture des scènes. Bon, bien sûr, on voit la manière dont se préparent les scènes, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas la tentative d'explication de chaque scène. Et Chris Marker souligne bien toutes les tentatives ratées d'essayer d'expliquer le génie de quelqu'un comme Kurosawa. Où il lui demande, voilà, vous avez bien appris, bah oui, vous faites bravo. Ou encore, je ne sais plus quel était le deuxième exemple, oui, sur comment avez-vous eu l'idée de ce plan, c'est venu naturellement. Et on sent effectivement que ce que Marker essaie plus de mettre dans le film, c'est sa propre fascination pour ce travail-là, sans vouloir l'expliquer, parce que l'expliquer, ce serait ce serait pas lui rendre honneur en fait. Quelque part, de le réduire. Quand bien même Kurosawa décrit ça par je règle des problèmes techniques, ce serait peut-être pas lui rendre honneur que de décrypter tous ces problèmes techniques et de dire. Finalement, est-ce que ça rendrait meilleur notre rapport à l'œuvre que de comprendre toutes ces ficelles? Pas nécessairement, ça fait une force de l'anecdote et c'est assez sympathique à raconter le dimanche après-midi après le café, mais c'est intéressant justement dans le sens où le making-of, il y a des évolutions, il y a des courants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, comme c'est le cas pour celui-ci, c'est pas du tout, parce que souvent, le making-of, maintenant, c'est entré, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'habitude, qui est utilisé comme support de promotion. Vraiment, souvent, il y a des trucs, je comprends pourquoi énormément de gens ne les regardent pas, parce que on va avoir 3 interviews, tout le monde sort en centre congratule, c'est tellement merveilleux de bosser avec machin, machine c'est tellement merveilleux, puis résultat après quand vous avez les interviews en off, après 2-3 ans de tournage, je dis non c'était l'enfer, alors que là justement c'est de montrer plutôt un état d'esprit quand on voit les équipes, et c'est ça qui est intéressant selon les peuples qui tournent. Là, on voit une façon japonaise de faire du cinéma. C'est vrai, quand on voit par exemple l'organisation, quand il dit, voilà, ils s'en vont comme une retraite organisée face au brouillard, juste d'avoir un côté éminemment poétique, ça montre aussi quand on voit l'efficacité, parce que quand même, ils bossent, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui dorment là. Il y a même aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas seulement, et c'est vrai que c'est bien là où Marker
Mais le focus, c'est de montrer la patience. C'est qu'on apprend que des fois, on doit attendre en fait que le soleil change, qu'il se passe telle chose, et puis on ne fait rien. Et c'est aussi de capter ces moments de suspens dans un tournage. C'est comme... Non, moi je voulais juste dire que cette façon-là de traiter le making-of lui donne une portée, n'est pas finalement un peu intemporelle, parce que sinon on est marqué à une époque, on sait que c'est 1984, mais au fond, voilà, c'est encore aujourd'hui, ou peut-être même avant. Enfin, oui, mais sur cette manière de travailler, d'ailleurs c'est intéressant, voilà, c'est par exemple cette segmentation du film en 10 chapitres, finalement 10 mouvements, vu que Marker est aussi d'une base très littéraire, et il y a ça aussi, c'est une manière d'ancrer, de fixer en plus avec des éléments comme ça. En plus c'est aussi intéressant cette manière-là qu'il a d'explorer, donc avec en plus ces grands aplats, on se croirait dans du cinéma muet, quoi. Il y a vraiment une calligraphie là, avec cette musique qui est le Dorothée Kimitsu qui vient ponctuer. C'est aussi très intéressant. Petite question à propos de Kurosawa, je ne suis pas spécialiste, mais moi, la plupart des films de Kurosawa que j'ai vus, c'était en noir et blanc, il me semble. Et la rane, ça ne marque pas une rupture, le passage de la couleur. Ah si, très bien. C'est ça. Hein. Parce que ça avait été un peu critiqué, moi je l'ai vu à la sortie, il me semble que ça avait été assez critiqué justement, ce passage du noir et blanc à la couleur. Hein. Et alors, bon, c'était un film qui semblait un peu superproduction. Et alors quand on le voit, là maintenant, enfin quand on voit ce qu'en fait Chris Marker, on a le sentiment que c'est quelque chose de très très modeste, en fait, très artisanal. Et par contraste, le rendu du film. Oui, surtout qu'en plus, c'est un boulot monstre, hein, je veux dire. Rien que tous les costumes du film, en plus, bon, on ne voit pas beaucoup parce que là, vu qu'il s'est borné à filmer tous les extérieurs, on ne voit pas tous les plans d'intérieur avec des costumes qui sont juste sublimes, quoi. Je veux dire, rien que tous les costumes du film, ça a mis 2 ans de confection uniquement pour cette tâche-là. Le storyboard du film, Kurosawa l'a peint, il a mis 10 ans à peindre ça. Donc autant dire qu'il a pris son temps en termes de préliminaires. Et concernant, voilà, souvent, quand il y a beaucoup de cinéastes qui tournent en noir et blanc, c'est vrai que le premier film en couleur, c'est souvent, on l'attend un peu au tournant. En ce sens, moi, personnellement, je trouve que c'est une réussite. Quand on voit justement ces grands aplats, on le voit un petit peu, par exemple, l'usage graphique du sang, par exemple, comme ça, extrêmement rouge avec les éclairages. Et en plus, les 3 armées des fils du personnage de Tatsuya Nakadai qui sont les couleurs primaires. Il y a jaune, bleu et rouge. Et donc ça s'entrechoque, on le voit un peu avec les scènes de bataille, c'est c'est presque de la peinture en mouvement comme ça, c'est une vraie guerre. Et ce qui est aussi intéressant, ce que tu disais, c'était notamment l'aspect artisanal, parce que Kurosawa, bon, évidemment c'est Sensei, le centre de son propre système solaire, mais en même temps, il n'est pas seulement toujours assis à attendre que les choses se font, parce qu'on le voit souvent, il prend le râteau, il va bouger avec l'autre, enfin, il est actif, il prend vraiment part à ce qu'il crée, quoi, parce qu'on se dit, depuis Rashomon, là, c'est quand même un homme, on a face à nous un homme qui a plus de 40 ans d'expérience de métier là-dedans, effectivement, ça se comprend, cette espèce d'aura qui peut acquérir. Mais par rapport à cette économie de moyens, il y a peut-être une nuance à apporter. J'ai l'impression qu'il y a un double discours là-dessus, à la mesure où oui, on montre un maître à l'œuvre qui sait faire l'économie de moyens, mais qui en même temps fait venir des chevaux des États-Unis et a quand même envie de faire quelque chose de colossal, c'est du grand théâtre, quoi, en couleur. Shakespeare, c'est la tragédie par excellence et on va l'illustrer de toutes nos forces. Et je sais pas, moi le portrait qu'en donne Marker, du coup, je vois à la fois ce maître et en même temps ce mégalomane qui est un peu à l'image d'un Fitzcarraldo. Ça me fait penser en fait au film de Herzog ou même au tournage de Apocalypse Now aussi, où même si bon c'est la version américaine et là on voit une différence dans la façon de faire des films entre le Japon et les États-Unis, mais il y a aussi ce regard-là sur ce genre d'homme en fait.
que Chris Marker n'est pas et qu'il admire aussi comme quelque chose qui Voilà, qui ça, est parce que extérieur. c'est quelque chose qu'il lui-même, Marker, ne ferait jamais. C'est ça, qu'il exactement. n'est pas, et c'est aussi pour ça qu'il les admire, parce que c'est aussi un grand cinéphile. C'est bien, vous devancez aussi tous ces petits films dont je vais parler, parce qu'il y a le making-of de Fitzcarraldo, c'est ça aussi, c'est Ouais, je l'ai pas vu, Burden of Dreams de Les Blanc. Alors, je ne peux que vous le recommander de vous jeter là-dessus, parce que là aussi, hein, dans une épopée où la mégalomanie, c'est un frisou transcendantal, quoi. C'est vrai, quand on voit, et aussi sur le film là, Heart of Darkness, Apocalypse d'un cinéaste, sur Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now, c'est qu'on voit aussi, justement, on réalise qu'est-ce que c'est qu'être sur un plateau de cinéma, qu'est-ce que c'est la réalité d'un plateau de cinéma, et à côté, l'autre réalité. Et par exemple, pour le film sur Coppola, vous voyez à un moment donné 5 hélicoptères qui sont prêtés par l'armée philippine, qui au moment du tournage sont aussi en conflit avec des pays frontaliers, et pendant qu'ils tournent un plan, ils se font rappeler, il y a 4 hélicoptères qui quittent le banc, qui quittent le champ de la caméra, et le mec il commence à hurler, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout, il ne saisit pas du tout la réalité ambiante, que là ils doivent vraiment aller faire leur boulot. Pour lui, il n'y a que son plan qui compte, il n'y a que le champ qui compte, et c'est ce qu'il disait, c'est que la réalisation, être réalisateur de film, c'est la seule forme de dictature encore tolérée dans nos démocraties modernes. Donc quand vous entendez ce genre de phrase, et ça c'est un tout petit collector sur l'ensemble de choses que vous pouvez voir comme pépites lâchées dans le film, quoi. Et c'est aussi intéressant, voilà, de capter en fait finalement l'édification d'une vision, l'édification d'un regard. Parce que vous voyez que chaque plan, et là on le voit très bien, il est arraché à je ne sais combien de difficultés, ben voilà, il y avait le mauvais coup de vent, il y avait ce qu'il ne faut pas. Ce qui est aussi intéressant, il y a une mégalomanie, ça de toute façon on ne nie absolument pas, au contraire ça peut faire des belles choses quand on voit Hal, mais en même temps c'est de voir comment on arrive à construire ça. C'est en ça d'ailleurs que justement le making-of, c'est comment on fait, c'est pas seulement révéler le secret de fabrication, aussi c'est de montrer le travail qui est fourni pour chaque seconde qu'on voit. Ouais, c'est d'admirer Sisyphe en train de pousser sa pierre. C'est la référence qu'il fait aussi à Camus de il faut imaginer Sensei heureux, et du coup Sensei ça devient Sisyphe. Et lui, il est fasciné par voilà, cet homme qui s'obstine à repousser cet énorme rocher en haut du mont Fuji. Voilà, parce que c'est avoir affaire à finalement capter, c'est la captation d'un climat de création, et justement d'y joindre tout ce que ça constitue comme énergie, comme quand par exemple il filme justement comme il l'appelait, ce commando des 7 samouraïs, quoi. Quand il filme tous ses collaborateurs, il dit quand même, il y a des gens, ça fait 40 ans de leur vie qui suivent ce type et qui bossent avec lui. Et c'est ça qui est assez fascinant quand on voit par exemple, je pense à Lars von Trier, quand il y a des gens, évidemment on connaît le caractère imbuvable de la personne sur les plateaux de tournage, et quand on voit des gens qui tournent avec lui depuis 25 ou 40 ans, on lui dit mais pourquoi vous tournez avec lui alors que vous savez comment il est? Ils disent oui c'est sûr, il est comme ça, mais quand on fait un film pour lui et qu'on arrive au bout, finalement on voit qu'on a bossé pour quelque chose de grand, c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier. Le regard de Chris Marker qui est dégagé des descriptions de scène, c'est ce qui m'a fait apprécier ce making-of, puisque j'ai pas vu Ran. Je savais pas du tout de quoi ça parlait avant de venir ici. Et ça donne simplement envie de voir ce que donne le film réalisé après avoir vu ces images-là. Bah oui, parce qu'en fait c'est ça qui est bien, c'est ce qu'il précise au début du film, et c'est de ne pas emprunter. C'est vrai qu'on peut être tenté de prendre le plan qui a été tourné dans le film, ah oui c'était comme ça derrière, alors que là il fait vraiment justement attention à quasiment rien montrer de ça, à quasiment rien déflorer du film original, mais capter autre chose d'un intérêt presque tout aussi grand que le film lui-même, en ce sens-là. Comme s'il captait la matière du microscope de ce film-là, mais sans montrer la forme de ce que ça donnait. C'est un peu pervers comme exercice, mais c'est tout à fait fascinant. Il avait carte blanche, Chris Marker, en réalisant ce documentaire pour la production? Oui, parce qu'en fait, Chris Marker, en fait, là-dessus, c'était son premier film. Hein. Là, on est en 1952, quand il tourne les Olympiades d'Helsinki en tournant ce film-là. Même là, il a été aux prises avec la censure. Et ça, c'est un trait qui est une cohérence juste démentielle sur 60 ans de carrière. C'est l'indépendance. Son animal fétiche,
les totems c'était le chat, et le chat il est jamais du côté du pouvoir, le chat il est indépendant. Donc en fait, justement, il a jamais cédé à quasiment rien du tout dans toute sa vie, dans sa carrière. C'est ça qui est assez, dans la vie, enfin des types comme ça, il y en a peut-être un tous les 2 siècles, mais c'est ce qui est assez fort chez les auteurs comme ça, c'est des artistes de ce type-là, c'est l'exemplarité. C'est des livres parce que j'ai eu la chance de rencontrer sa fille adoptive, et c'est vrai que j'ai entendu des choses, c'est des fois très dérangeant, je veux dire, sur ce qu'on peut maintenir comme cohérence dans une œuvre en termes de rigueur sur soi-même, hein, mais vraiment même au quotidien, pas seulement dans la création, hein, c'est pas seulement être dans le fait ce que je dis, pas ce que je fais, là c'est finalement de joindre son action à sa pensée, sa façon d'agir à sa pensée. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait qu'on vit pas forcément heureux. Mais après, ça, c'est une autre histoire. C'est intéressant parce que c'est le 2e film que je découvre de Chris Marker, et je l'ai rencontré en fait dans un programme d'études à l'université de Berlin où on s'intéresse à l'anthropologie visuelle. Et il y avait déjà l'exemple de Chris Marker avec Son Soleil qui est un classeur, c'est son caractère revenu, mais qui révèle en fait, qui soulève toutes les discussions intéressantes aussi dans la question anthropologique, qui pointe vers ces questions-là parce qu'il n'est pas comme il faudrait être, qui n'est pas conforme à ce qu'il faudrait pour être scientifique ou quoi que ce soit. En plus, je crois que dans ce cas-là, en fait, c'est une pure fiction, c'est un faux essai auto-ethnographique. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement un ciné-essai. Parce que c'est en ça qu'il est intéressant. Il disait, parce que c'est un type qui fait beaucoup d'humour, et il disait c'est amusant parce que dans mon cinéma, je ne fais passer que des messages personnels et on me prend au sérieux. Mais c'est ça, et c'est le cas aussi, en fait. C'est pas vraiment une making-of de Ram, c'est pas non plus un portrait de Kurosawa, c'est une espèce de lettre à la création cinématographique en général. Vous venez de résumer la chose, ce sont des lettres, il a toujours eu un côté très épistolaire. Quand on voit par exemple le Tombeau d'Alexandre, qu'on a déjà passé ici, chef-d'œuvre absolu, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, il est disponible dans la vidéothèque ici. Et justement, c'est ça, c'est le côté épistolaire. Finalement, il a engagé une correspondance avec le spectateur, même par-delà sa propre vie, qui n'en finit jamais, parce que c'est quand même un type qui a bâti pendant plus de 60 ans un terrain de jeu sur lequel, là, on a encore quelques siècles pour jouer dessus, quoi. C'est à chaque fois cette espèce de singularité, et en même temps, c'était d'ailleurs dans la littérature du XXe siècle, il y a un grand monsieur qui l'a beaucoup influencé, très singulier aussi d'ailleurs, c'était Henri Michaud, le poète, et justement c'est lui qui l'a vraiment marqué, dans ce sens-là déjà d'une discrétion poussée jusqu'au secret, parce que quand on dit Chris Marker, on pense à des films, mais on imagine rarement le visage qu'il a. On peut taper ça sur Google et voir à peu près la tête qu'il a. Ça n'a pas grand intérêt en fait. Et je crois même que même la page Wikipédia est assez obscure en fait. Son personnage, j'en sais rien de lui. Voilà, c'est ça. On n'est pas sûr de quoi que ce soit en fait. C'est de complètement fuir ça, et finalement c'est ce que Godard, maintenant il est un peu dans cette posture-là, d'une certaine manière, à fuir les médias, sauf que lui, Marker, c'est dès les années 40 en fait, même sous la Résistance, parce que Chris Marker, c'était même pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Christian Bouche-Villeneuve, c'est simplement glamour évidemment, mais c'est déjà, rien que dans le nom, on fuit déjà une classification, on fuit une identité, on fuit une manière de se faire circonscrire par le système. Et c'est ça, parce qu'on pourrait évidemment savoir qui il est, parce qu'on a un dossier, un numéro de sécurité sociale, mais ce serait pas lui rendre justice par rapport à lui qui toute sa vie a tenté de travailler autre chose. Et ça, c'est un boulot, même encore aujourd'hui, comme quand on écoute les œuvres, je sais pas moi, Jean-Sébastien Bach ou des gens comme ça, quand on voit la masse, quand on a des spécialistes qui bossent sur ce genre d'artistes, quand on voit vraiment ce monde, cette galaxie qu'ils ont créée avec ce mince filament qu'est leur vie, on se dit mais quand est-ce qu'ils ont trouvé le temps de dormir ces mecs, quoi. Et d'ailleurs justement, ils ne dorment pas beaucoup. C'est des gens qui, voilà, à un moment donné, il y a une espèce de... Je ne saurais pas comment classer ça, quoi, mais il y a quelque chose qui pousse, une exigence, une rigueur morale. Parce que ce qui est intéressant quand on voit ce genre de film, ça n'en finit jamais. Moi, je veux dire, ça fait plus d'une dizaine d'années que je parcours, que je retourne, que je restocke, je découvre encore des choses aujourd'hui, 10 ans après, en ayant vu quasiment toute la filmographie. Et puis ce qu'il y a à côté, les romans, les articles et tout ça.
Donc c'est l'impression finalement d'être confronté à quelque chose où on a l'impression que ces films, pas seulement, mais pour les films, on a l'impression qu'il les a conçus, et qu'en les concevant, il s'est posé toutes les questions qu'on pourrait lui confronter justement quand on les a vus. Et que justement, faire ce genre de processus dans l'acte de création, ça renforce la subtilité qu'on peut avoir et encore découvert des choses. C'était un monsieur là, qui me parlait de Camus justement avec ça. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais ça m'étonnerait guère justement parce qu'il y a toujours de la référence et le côté palimpseste, un peu comme une espèce de petit millefeuille. Il y a toujours des couches supplémentaires et on regarde un film 5 ans après, par exemple Sans Soleil, ça se regarde sans fin, et justement on a à chaque fois une séquence, un moment qui nous est passé à côté comme ça, qui est toujours, c'est un enrichissement en devenir, quoi, parce qu'à chaque fois, je veux dire, c'est comme par exemple un film qui a été présenté ici en janvier dernier, c'était Lettres de Sibérie par exemple. Il y a l'entrée du film qui dit je vous écris d'un pays lointain, et ça c'est des mots d'Henri Michaud, et ainsi de suite comme ça, et on creuse, et ça fait une espèce de système, de structure qui résonne comme une toile d'araignée, où en fait une référence on appelle une autre, et finalement on n'arrête pas de sauter de pont en pont, et finalement là où Marqueur a bossé, parce que l'essentiel de sa vie, c'est sa même agencé toute sa vie, c'est la mémoire. Et ça, c'est aussi faire du testimonial, du patrimonial, de dire, voilà, qu'est-ce que c'était au XXe siècle, en 1983-84, de faire un film au Japon. Et à partir de là, c'est d'en tirer aussi tout ce qui nous questionne par rapport à ça, parce que lui, l'histoire n'est pas figée. L'histoire, c'est comme un logiciel informatique, il y a des mises à jour, et on n'aborde jamais des faits historiques qui sont passés en l'an 1000, comme il y a 3 siècles, comme il y a 5 siècles, comme aujourd'hui, comme demain, parce qu'il y a toujours une nouvelle morale dans l'époque, de nouveaux faits qui façonnent un idéal collectif, qui après va aborder les choses de manière différente. Donc lui, il a toujours cette capacité-là dans l'édification de la structure de ses films, c'est toujours en même temps donner les clés de la construction et de la possibilité de questionner ça. C'est pas toujours quelque chose qui est là, qui est comme une espèce de monument qu'il ne faut pas toucher. Au contraire, il encourage justement à bricoler. Il y a aussi ça en résonance avec l'artisanat qui est exposé dedans, de dire vous aussi triturez, faites des choses. Et d'ailleurs c'est ce qu'on lui dit. Il disait quand on lui posait la question, ah oui mais c'est bien ce que vous êtes. Il dit, non, je suis bricoleur, je bricole. Et il y a vraiment cette fonction là. Quand on voit par exemple, il y a quelques plans, quand on voit le fond rouge avec le téléviseur, voilà, je veux dire, enfin, c'est archaïque, et ça, je veux dire, tout le monde peut se trouver un téléviseur, un moniteur, mettre des images dessus, et commencer à faire des choses. Et déjà, rien que quand on a cette espèce de petite lumière dans un coin de notre tête, et qu'on a quelque chose à exprimer, lui, il est là pour nous dire, avec toute sa vie et toute son œuvre, eh ben, vous aussi, vous pouvez, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est ça qui est beau, finalement. C'est toujours un appel à créer, mais jamais une posture monumentale qui vous dit, c'est regarde comme je suis talentueux, regarde mon niveau, tu n'y arriveras jamais. Il y a aussi toujours cet encouragement à un approfondissement de soi. J'ai une petite question à propos de Rann, que tu as certainement vu récemment. Là, dans ce film de Kefnarfer, il y a la présence du mont Fuji. Et dans Rann, est-ce qu'il y a des plans sur le mont Fuji? Parce que c'est quand même un film aussi sur le Japon. Le passage sur la Corée, c'est fort. Pour les Coréens. L'éphémère condition des vanités humaines et ce genre de choses. Alors là, tu poses une colle, Michel, parce que je saurais pas te répondre dans l'immédiat. Là, j'ai le souvenir des batailles, évidemment, mais sur les paysages, là, ça... Mais dans le film de Charper, il est très présent. Oui. C'est parce que je pense il y a aussi ce côté-là pour montrer en même temps la petitesse des hommes et puis la grandeur des éléments auxquels ils se confrontent pour construire quelque chose.